Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous le sujet très, je dirais, discuté dans la société d'aujourd'hui, le burn-out. Alors, c'est quoi le burn-out? C'est en fait une maladie dite de civilisation qui naît du trop. Il va toucher essentiellement les sujets qui sont assidus, qui désirent s'investir, les perfectionnistes, durs à la tâche, qui tentent de ne pas écouter les signaux envoyés par leur corps. Il y a des professions qui sont beaucoup plus ciblées que d'autres, notamment les professions médicales, avec notamment les infirmiers, les médecins, les dentistes, les pharmaciens. Vous avez tout le corps enseignant aussi, qui est fortement sollicité, et vous avez aussi tous les managers, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises, tout le monde est concerné par ce problème. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le burn-out? Eh bien, petit à petit, la fatigue s'installe, elle s'enracine profondément chez l'individu. Il va chercher en fait alors quelque part à trouver un refuge en s'isolant. Il va s'en suivre en fait des troubles du comportement car en fait la personne va se sentir écartelée. Elle va perdre le contact avec elle-même, avec les autres. Et le tout est noyé dans un immense vide avec perte de sens. Et c'est ce qui fait que la personne est totalement désorientée. Alors statistiquement, le burn-out reste actuellement sous-diagnostiqué. Il y a probablement autour de vous des personnes qui sont touchées par le burn-out, mais que vous ne supposez pas l'être. Donc par conséquent, soyez vigilants néanmoins à certains signes annonciateurs que nous allons voir après. Alors, loin d'être un fourre-tout, en fait, le burn-out est révélateur des excès de sollicitation qui sont infligés par la société aux individus. Et ça mérite vraiment d'être analysé. Il faut savoir que les stimuli quotidiens sont beaucoup trop nombreux dans la société d'aujourd'hui. On est en perpétuel mouvement, tant au niveau familial que lié au monde du travail. Ça use les personnes émotionnellement, physiquement et spirituellement. Alors, il faut savoir que le patient, en fait, qui est diagnostiqué, peut trouver des alternatives aux antidépresseurs qui ne sont pas, en fait, l'indication, car l'enjeu est considérable. Et alors, quelques chiffres simplement pour vous donner l'ampleur de la problématique. Il faut savoir que l'être humain est programmé pour faire face à 5 ou 7 stress par semaine. Et il en subirait actuellement 50 par jour en Amérique du Nord. Vous avez David Servan-Schreiber, qui est donc justement un médecin très connu dans le monde de la littérature, puisqu'il a, je dirais, démocratisé beaucoup de notions biologiques à travers ses écrits. Et dans son livre Guérir le stress, l'anxiété et la dépression, il note que les études cliniques montrent 50 à 70% de toutes les consultations chez le médecin qui sont motivées avant tout par le stress. Et enfin, un troisième chiffre très intéressant dans ce domaine, les enquêtes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail soulignent que 50 à 60% en fait de l'absentéisme au travail est en rapport avec le stress. Et cet absentéisme aboutit à une enveloppe qui a un coût d'environ 20 milliards d'euros par an pour l'Union européenne, ce qui est énorme. Alors, il faut aussi savoir qu'un rapport a été fait à la demande du Premier ministre en 2010 en France et qui positionne le burn-out comme un enjeu majeur de santé publique et de politique de travail. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable dans la société d'aujourd'hui, notamment dans le milieu actif. Alors, grosso modo, le syndrome du burn-out, c'est quoi? Comme on l'a dit, ça résulte d'un stress chronique au travail avec accumulation d'événements mineurs accompagnés des notions de conflit, d'ambiguïté des rôles qui ne sont pas forcément bien définis, de perspectives de déroulement de carrière qui sont incertains ou carrément flous. Ça peut être aussi des choix de stratégie de coping. Alors vous allez me dire, c'est quoi le coping? Eh bien alors, il faut voir que face à un stress au travail, l'attitude de l'employé n'est pas passive. Il va chercher à faire face. Et en fait, lorsqu'il considère que ses ressources risquent de ne pas lui permettre de surmonter une tâche qui lui incombe, l'individu met en place au final des efforts cognitifs et comportementaux destinés à faire face à cette situation. C'est ce qu'on appelle le coping. Alors, lorsque les stratégies de coping mises en place par la personne se mettent à dysfonctionner, puisque ce n'est qu'une compensation temporaire, c'est-à-dire que cette stratégie de coping n'est plus efficace, et bien en fait l'épuisement professionnel peut surgir. Alors un consensus semble émerger pour définir le burn-out comme un trouble de l'adaptation
car il s'agit bien là d'un processus engendré par un environnement stressant sur l'individu. Alors, les signes en fait touchent à de nombreuses dimensions de la personne. Tout d'abord, vous avez la dimension bien évidemment émotionnelle, avec très souvent chez les individus touchés par le burn-out, l'apparition d'angoisse, voire même de dépression dans les cas les plus avancés. Vous avez aussi la dimension cognitive qui est impactée, avec une difficulté de se concentrer, de prendre des décisions. Vous avez ensuite une dimension motivationnelle qui est impliquée, puisque forcément, avec le temps, il va y avoir une perte d'intérêt pour son travail, une forme de démotivation qui peut être palpable. Et enfin, vous avez une dimension mentale, puisqu'on va avoir des conduites addictives, on va avoir un isolement, parfois ça peut aller même jusqu'au cynisme. Et enfin, la dimension physiologique, puisque malheureusement le burn-out a des conséquences, c'est notamment le diabète de type 2 qui peut apparaître beaucoup plus rapidement. Alors, les symptômes de burn-out ou de risque important de burn-out, puisque c'est aussi souvent un terreau plutôt fertile pour aboutir au burn-out, c'est ce qu'on appelle le burn-in. Alors, ces symptômes en fait sont peu spécifiques et les troubles se chevauchent avec ceux de l'anxiété et de la dépression. Donc, il faut bien faire la distinction. Le burn-out en fait partage avec la dépression les symptômes dysphoriques. Alors, c'est quoi ce doux mot? C'est la fatigue, la difficulté à se relaxer en dehors du travail ou encore les difficultés de concentration ressenties par le patient. Alors, il faut savoir que le burn-out peut évoluer vers une véritable dépression à terme. Alors aujourd'hui, on a listé un petit peu les agents stressants qui sont rencontrés dans le monde du travail et ils sont malheureusement nombreux et grosso modo, ils appartiennent à 5 catégories. On a les conditions de pénibilité, par exemple le bruit, le manque de moyens, des revenus insuffisants. On a le manque d'organisation, de réforme, d'évolution des méthodes de travail avec des tâches qui peuvent parfois être contradictoires. Ensuite, en troisième catégorie, on a tout ce qui est en lien avec la surcharge de travail et les problèmes d'horaire qui ne sont pas forcément adaptés à la personne. Vous avez ensuite la catégorie du manque d'autonomie, de reconnaissance et de soutien par sa hiérarchie, donc qui est une quatrième catégorie favorisant le burn-out. Et enfin, vous avez les conflits humains et la violence au travail qui peuvent aboutir justement à ce burn-out par décompensation de l'individu au niveau de son stress. Alors, donc, grosso modo, en fait, le burn-out, c'est finalement une phase ultime de développement d'un stress chronique dans le monde du travail essentiellement. La personne n'arrive pas à prendre du recul et l'organisme subit petit à petit, de manière complètement insidieuse et au début souvent silencieuse, des modifications physiologiques. Alors d'un point de vue biologique, rapidement, il se produit en fait une véritable dynamique de certains marqueurs biologiques que l'on peut rechercher si on le souhaite à l'aide de votre médecin. Vous avez l'évolution du cortisol qui malheureusement ne redescend pas, reste tout en haut pour faire face au stress. L'hormone de la DHEA, justement, l'amylase du pancréas et les catécholamines qui sont des neurotransmetteurs fabriqués dans votre cerveau, qui ont des niveaux anormaux. Alors, lorsque le stress devient chronique, les récupérations, il faut le savoir, ne se font plus complètement, les équilibres sont rompus et les traces apparaissent au niveau biologique. Alors, on appelle cela en fait la charge allostique, qui est mesurable par un index justement d'indicateurs biologiques. Et ça, c'est ce que va utiliser, je dirais, le monde médical pour évaluer les symptômes du burn-out chez un individu. Le terme burn-out n'a pas de place, il faut le savoir, dans la classification de psychiatrie, ni dans les manuels de diagnostic. Et il n'est toujours pas aisé, au final, de distinguer les termes de stress, dépression et burn-out, car les similitudes, finalement, sont très nombreuses. Alors, après avoir fait un tour d'horizon de qu'est-ce que le burn-out et comment il intervient et pourquoi, ce qui nous intéresse, au final, surtout si vous vous sentez concerné dans ces petits signes, c'est les solutions que vous avez à portée de main. Eh bien, vous avez d'abord l'approche micronutritionnelle. Il faut d'abord, dans un premier temps, travailler avec la perméabilité intestinale, car votre intestin est le siège de votre identité profonde et de votre mobilité, votre passage à l'action.
Et le problème en burn-out, c'est que ce cerveau, puisque vous avez quand même quelques millions de neurones dans votre intestin, il est bloqué. Vous pouvez faire appel à la glutamine, au zinc, au thé vert, aux probiotiques, par exemple. Vous allez aussi faire face au déficit en magnésium. Le stress induit une fuite massive urinaire en magnésium et une amplification des réactions comportementales pouvant aller à l'anxiété, voire jusqu'à la tétanie, ainsi qu'une grande fatigue. Donc bien considérer les apports en magnésium. Enfin, vous avez les déficits en vitamine B, ces déficits peuvent aggraver vraiment la réponse comportementale et l'humeur lors de syndromes dépressifs. Donc c'est à ne pas négliger. Vous avez aussi la perturbation des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est un peu l'hormone du bien-être, la dopamine, qui est un peu l'hormone du passage à l'action, et la noradrénaline, qui est vraiment l'hormone surutilisée en période de stress, donc qui est impliquée dans le contrôle, dans l'anxiété. Tous ces neurotransmetteurs sont en équilibre entre eux pour contrôler l'anxiété. Alors voilà, ensuite ce qui est intéressant, c'est un éventuel usage avec l'aide d'un médecin ou d'un professionnel de santé de tryptophane et de tyrosine qui seront intéressants pour justement compenser ces manques de sérotonine ou de dopamine afin de relancer ces voies de synthèse au niveau de votre cerveau. Il faut aussi bien réfléchir à un apport en oméga 3 pour protéger justement votre cerveau à cause d'une trop grande concentration en fait, de cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui est fabriquée par vos glandes surrénales au niveau de vos reins. Donc les apports oméga 3 permettent vraiment de prévenir ces phases qui pourraient aller jusqu'à la dépression. Et bien évidemment, il faut penser à la régénération de vos glandes surrénales, justement au niveau de vos reins, qui sont souvent épuisées à cause de la synthèse du cortisol pour faire face au stress. Et là, on va utiliser plutôt des plantes adaptogènes de type ginseng, rhodiola, ashwagandha, astragal ou éleutérocoque. Une autre prise en charge qui est très intéressante, je trouve, en dehors du côté complémentation alimentaire, puisqu'il n'y a pas que ça dans le monde, ce sont les thérapies comportementales et cognitives. Et là, vous avez aussi grand nombre de choix avec une efficacité remarquable. Dans la situation en fait d'un burn-out, il y aura nécessité vraiment d'une prise en charge en psychothérapie. Et pourquoi ? Le but sera vraiment de restaurer l'estime de soi à l'individu, puisque n'oubliez pas qu'il va finir par se couper de lui-même et s'oublier, et se dévaloriser bien évidemment. Alors, les thérapies cognitives, quant à elles, elles permettent la mise en place d'outils visant à contrôler le stress, et surtout elles permettent une meilleure régénération des glandes surrénales, tout en apportant une meilleure maîtrise de ses émotions. Alors, je reviendrai plus en détail sur ces techniques dans le module numéro 3 du parcours Omaya Métasanté, mais je vais quand même vous en toucher quelques mots. Alors, une des premières techniques très intéressantes pour le burn-out, c'est la cohérence cardiaque. Alors, elle est basée sur la pratique en fait de mouvements respiratoires, d'inspiration et d'expiration lents et souples. Et en fait, on va faire une pause de quelques secondes avant de repartir sur une nouvelle inspiration. Alors, ces mouvements en fait respiratoires qui sont contrôlés et qui sont plutôt très lents visent au final à stimuler le système nerveux sympathique. Et donc, la cohérence qui va se mettre en place au niveau cardiaque grâce à la pratique de ces mouvements respiratoires va permettre d'envoyer un message de stabilité au cerveau émotionnel qui renforce en retour la cohérence cardiaque. Donc on met vraiment un lien en place, un lien direct physiologique entre votre cœur, le rythme cardiaque, et l'activité de votre cerveau, de façon à harmoniser l'ensemble et à vous calmer au final. Alors d'ailleurs, quelques effets ont été étudiés en rapport avec justement la cohérence cardiaque. C'est au niveau individuel, baisse de la tension artérielle, augmentation du taux de DHEA, baisse du taux de cortisol, amélioration des syndromes prémenstruels par exemple, baisse de la fatigue, augmentation de la production de certains marqueurs biologiques, des IgA, on appelle ça, au niveau notamment dans le sang, pour les défenses immunitaires, la baisse des insomnies, du sentiment d'épuisement, de l'anxiété. Donc c'est quand même une technique très intéressante et surtout très simple que vous pouvez même utiliser
sur votre smartphone. Alors au niveau des conditions de travail, on a pu surtout observer avec la cohérence cardiaque une ambiance plus harmonieuse, des réunions plus productives, un esprit plus clair, une meilleure écoute mutuelle et une amélioration de la réussite aux examens chez les jeunes. Voilà pour ce qui concerne la cohérence cardiaque. Ensuite, vous avez une autre technique qui est très intéressante, qui est l'EMDR, et qui peut être pratiquée, donc, il me semble, exclusivement par le milieu médical. Il s'agit en fait d'amener le patient à visualiser la situation déclenchant le stress, en lui demandant d'opérer simultanément des mouvements oculaires proches de ceux observés dans les phases de sommeil rapide, c'est-à-dire en fait pendant les rêves. Le patient au début arrivera à revivre des scènes connectées à l'épisode traumatique et oubliées, et en fait progressivement il finira par retrouver le chemin vers le souvenir traumatisant, et il va en fait y substituer une nouvelle émotion qui est redimensionnée par le moment présent en dehors du contexte dangereux vécu au moment du traumatisme. Donc c'est vraiment une technique vraiment cognitive très intéressante et très efficace, et surtout très brève. Pas besoin de faire 20 séances. Le MDR fonctionne très rapidement en 2 à 3 séances. Vous avez ensuite une autre technique très intéressante, c'est la méditation de pleine conscience. Alors, cela nous vient bien évidemment des pratiques de méditation des bouddhistes. La pleine conscience, c'est en fait un état dans lequel l'esprit du sujet ne se laisse pas emporter ou parasiter par des pensées, des sensations ou des émotions relatives à des expériences présentes, passées ou futures, susceptibles de survenir. Alors dans la pratique de la méditation, le sujet est un acteur fondamental. Il se prend en charge et évolue vers l'autonomie. C'est ça qui est très intéressant. Vous ne dépendez de personne. Alors les patients sont en fait invités à pratiquer la méditation chez eux plusieurs fois par semaine, par période de 30 à 45 minutes. Et les recherches montrent le lien entre la pratique, qui doit être vraiment régulière et qui est donc essentielle, et l'action thérapeutique. Plus vous pratiquez, plus vous avez de bénéfices sur votre état. Une autre technique, je dirais, cognitive aussi, qui est très intéressante, mais plutôt psycho-énergétique, on va dire, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique finalement psychocorporelle qui va stimuler les méridiens énergétiques chinois avec le bout de vos doigts par des tapotements à des endroits bien spécifiques sur votre visage et sur votre corps. Alors l'EFT en fait permet de déprogrammer des réactions émotionnelles gravées en nous et qui peuvent provoquer stress, peur ou anxiété de manière, je dirais, totalement inconsciente. Et là aussi, c'est une thérapie brève, pas besoin de 10 à 15 séances, en 2 à 3 séances sur un sujet ciblé, ça peut vraiment permettre d'obtenir des résultats intéressants. Et enfin, une autre technique que je souhaite aussi aborder avec vous, c'est le M-Braining, qui est encore très peu connu en France et même en Europe, et qui nous vient d'Australie. C'est une technique en fait d'intégration de nos multiples cerveaux, qui est basée sur les neurosciences, les sciences cognitives, la cohérence cardiaque, la PNL et la philosophie spirituelle au-delà du concept des religions, bien évidemment. Rien que ça. Alors, en fait, le M-Braining vous fournit de nombreuses pratiques et méthodes qui sont faciles à apprendre pour communiquer et puiser dans l'intelligence innée que vous avez au niveau de vos multiples cerveaux, la tête, le cœur et les intestins. C'est un ensemble d'outils simples qui reposent sur une respiration équilibrée, un peu comme la cohérence cardiaque, une respiration lente et ample avec une montée et une descente, et qui permet d'aligner en fait les centres neuronaux du cœur bien évidemment, de la tête et du ventre. Alors ça va favoriser en fait un état au quotidien de cohérence globale, de résilience, on va dire, où l'intuition, la créativité et l'énergie viscérale sont en harmonie. La finalité, c'est quoi avec cette technique? C'est d'atteindre un état vraiment de sagesse. Ça n'est pas qu'un mot ou un concept, c'est une réalité si on s'en donne la peine. Afin de prendre les bonnes décisions pour soi, notamment dans une période de stress professionnel où on se sent de plus en plus débordé. Et enfin, on pourra éventuellement, en dehors de l'aspect cognitif, pour être en phase avec soi-même, on pourra apprendre à se reconnecter avec son corps
par la pratique du sport, bien évidemment, pour évacuer le stress en excès, par la pratique du yoga et éventuellement du rire. La rigolothérapie, je peux vous dire que ça marche très très bien aussi, et là aussi vous êtes entièrement autonome par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'est pas trop long et surtout pas trop complexe à suivre. Vous avez un max d'infos, faites-en bon usage, faites tourner autour de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.